a besoin de renforcer sa sécurité intérieure. Il y a mille manières d'exprimer un besoin fondamental. Voilà. Il y a le besoin dans le cerveau droit, avec lequel on est connecté, et sa concrétisation et sa réalisation dans le cerveau droit. Et c'est qu'une manière, quand nous créons une croyance, c'est une manière de voir, une manière d'exprimer un besoin fondamental. Parce que derrière toute croyance, il y a une intention positive, donc il y a une valeur à satisfaire, ou un besoin psychologique, ou un besoin. On peut appeler ça, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas changer une croyance en restant avec le mode de pensée de notre cerveau gauche. C'est ça que je veux dire. Avec le cerveau logique et rationnel, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne absolument pas. On a besoin de revenir, se détendre, le cerveau droit, se reconnecter avec le champ quantique, l'inconscient collectif, ou tout ce que vous voulez, retrouver du calme et laisser venir comme ça des informations qui viendront des symboles. On ne sait pas d'où ça vient, les symboles, mais de l'inconscient collectif, et de se dire, à partir de cette information que je reçois de mon cerveau droit, si je dépose une intention, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux la concrétiser, la réaliser dans mon cerveau, grâce au talent de mon cerveau gauche. Vous voyez, hein? Donc, on a besoin, tous les grands changements majeurs, qui sont au niveau des croyances, au niveau de l'identité, on a besoin fondamentalement de cerveau. Plus une intention, oui. Spontanément, il va… Oui, lorsqu'on se branche sur le cerveau droit, lorsqu'on se branche sur le cerveau droit et qu'on attend quelque chose qui émerge et que rien n'émerge, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu as une attente quand tu fais ça? Ah, pas avoir d'attente. Oublie toute attente. Okay. Dans le cerveau droit, il ne faut pas… Hein? Voilà, je dépose une… Mais d'abord, je me mets dans un état de détente, de relaxation qu'on peut avoir par la méditation, par la transe, tout ça. Il faut vraiment que le cerveau soit… que le corps soit vraiment détendu. Tu poses confiance à ton inconscient. Ou moi, je fais ça des fois juste avant de m'endormir. Bon, pas pendant la journée, pas beaucoup de temps, mais juste dans ce moment où juste avant de s'endormir, on sent il y a ce moment avant de s'endormir, c'est-à-dire quelques minutes, le corps se relâche complètement, et là, c'est le moment de déposer une intention. Okay. Demandez ce que vous voudriez, ce que vous voulez, hein, voilà. Et puis, des fois, ça peut survenir dans la journée, ça va arriver dans la journée, mais vous avez déposé une instruction à votre inconscient, surtout à votre système réticulé, et qui va vous… Il n'y a aucune certitude là-dedans, hein, aucune certitude, mais qui peut vous l'apporter au cours de la journée. Ce que vous avez, tiens, hein, ce que j'ai demandé, c'est là. Tiens, ou quelques heures après, pendant la journée, ou quelques jours après. Mais nous, fondamentalement, en tant qu'humains, nous sommes des êtres intentionnels. Hein. Nous sommes des êtres intentionnels. Est-ce que je peux poser une Contrairement question, Jean-Luc? aux autres animaux, hein, ils ne peuvent pas décider de leur destin, de ce qu'ils vont faire de leur vie. C'est leur environnement qui décide pour eux. Ouais. On n'en sait rien. Non, non, non. Ouais. Mais tu penses qu'un chien, un chat peut décide, ou un cafard décide de son existence? C'est une bonne question à se poser. Ouais.
Oui. Est-ce que du coup, l'intention, elle vient du cerveau gauche, du coup? L'humain, inconsciemment, il se fixe une direction dans la vie. C'est dans cette direction, je vais pouvoir satisfaire mes besoins psychologiques fondamentaux. Et le problème, c'est pas qu'il fixe un besoin, c'est que il va se donner qu'une seule manière de réaliser ce besoin. Il va agir parce que l'environnement lui a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc il va figer sa manière de satisfaire son besoin psychologique. Quand, quand il se rend compte que il ne peut pas satisfaire ses besoins psychologiques, c'est-à-dire la direction qu'il a donnée à sa vie, ne peut pas satisfaire ses besoins fondamentaux, il est capable de donner une autre direction à sa vie. Vous voyez, il est capable de faire des changements incroyables dans sa vie, des changements au niveau personnel, professionnel, de faire un grand cap dans sa vie. Je me demande si les animaux sont capables de faire ça. Ouais. Oui. Un objectif précis vient de notre cerveau, certainement le cerveau gauche. L'intention, c'est un mix de cerveau droit et cerveau gauche pour moi. C'est les deux. Hein. C'est quelque chose qui vient pas, qui vient en même temps de là, on a besoin des deux pour fixer. Les questions viennent de là, les réponses viennent de là. On avait vu la dernière fois, on sait qu'on a touché une intention parce que on s'est connecté à une intention parce que ça nous couche, ça nous touche. Il y a une résonance émotionnelle forte et on a besoin des deux pour moi. On a besoin d'un guide qui est là, qui pose des bonnes questions. On a besoin des réponses qui viennent de là, qui viennent du corps. Et Jim Malcris dit le drame de cette. Là, il y a un neuroscientifique qui est sorti avec un engagement politique. Il dit le drame du monde occidental, c'est il fonctionne plus qu'avec son cerveau gauche. Quoi, hein. Il oublie qu'il a un cerveau droit. Hein. Et il dit le monde de la digitalisation a aggravé ça. Parce que hein, on passe son temps sur. Hein, on passe son temps sur un téléphone ou sur un écran. Dire le monde moderne, dans le monde moderne, nous avons perdu la vision périphérique, cette vision large. Quand nous étions cueilleurs-chasseurs, on n'avait pas les smartphones, on avait une vision périphérique pour savoir où c'est qu'il y a à bouffer là. Où est le danger. Hein. Okay, nous avons été conçus pour avoir cette vision très 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 large. Hein. Et vu comment le monde occidental a réduit notre champ d'attention. On est passé de la vision large au microscope. Et donc, pour changer, on a besoin de cette vision large que nous apporte, vision périphérique que nous apporte le cerveau droit. Pour ceux qui font, oui. Oui, pour déposer dans le cerveau droit une question ou une intention, on lui demander des réponses. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ah oui. Ok. Je pense qu'il y a certaines aptitudes que je vais mettre dans l'espace ici. Ces aptitudes, certaines sont dans le cerveau quelque part ici, d'autres sont quelque part ici, mais c'est des aptitudes. Et nous, on est en train de les diviser, ça c'est cerveau gauche, c'est cerveau droit, soit gauche, soit droit, on est les deux. Les capacités sont là, plusieurs différentes. Mémoriser, imaginer, tout ce qu'on fait, elles sont là. Et puis, elles sont dans des zones différentes, dans le cerveau. Et puis, nous, on dit, je suis que droit, ou je suis que gauche. C'est ce que je pense. Commentaire, c'est est-ce qu'on est cerveau droit ou cerveau gauche? Bah, non, ça n'a pas de sens.
on est les deux, on est profondément les deux. Maintenant, il y a des activités où il y a des activités où on est profondément dans le cerveau droit et d'autres profondément dans le cerveau gauche. Quand vous êtes devant, je veux dire, une œuvre d'art, vous absorbez, là, vous êtes là, absorbé par la relation avec une œuvre d'art, avec une œuvre musicale, avec une poésie. Vous êtes vraiment énormément dans votre cerveau droit. Hein. Okay. Quand vous êtes en train d'écrire, alors non, l'écriture, il faut les deux, on a besoin des deux. Mais quand vous quand vous faites vos comptes, okay, vous êtes vraiment le cerveau droit là, il n'est pas là, quoi. Et donc on bascule de l'un à l'autre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Okay. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on a oublié d'exploiter. Dans notre civilisation, on a tendance à passer trop de temps dans le cerveau gauche et pas assez dans notre cerveau droit, parce que notre civilisation privilégie l'usage du cerveau gauche, la scolarité, hein, okay, et puis la technologie. On passe notre vie, on perd cette vision périphérique. Oui. Lynn, comment parler de cerveau droit et de cerveau gauche à un scientifique? Pour lui, le cortex, le trois petits points. Vous qui êtes médecin, donc scientifique, pouvez-vous m'éclairer? Il y a une réalité anatomique, hein, si vous regardez un cerveau, il n'est pas fait d'un bloc, il est fait de deux parties. Ouais. Il est fait de deux parties. Donc on ne peut pas nier cette existence, réalité anatomique, il y a un cerveau droit et un cerveau gauche. Oui. Après, dans le fonctionnement, il y a clairement une dominante. Hein, ceux qui le nient, ben, par l'imagerie cérébrale, il y a des préférences. Mais ce sont des préférences. Ce n'est pas exclusif, vous voyez. C'est pas absolument pas exclusif. Et certaines fonctions les fonctions d'un des cerveaux peuvent être transférées à l'autre, hein, par la plasticité neuronale. On peut transférer. Il y a cette possibilité de transférer parce que ces deux cerveaux communiquent par le corps galleux. Mais ils ont des fonctions différentes. Voilà. Nous avons deux cerveaux. On n'a pas deux foies, on n'a pas deux cœurs, on a deux cerveaux. On présuppose qu'il y a cette besoin d'une spécialisation, je veux dire. Une toute petite information. Numéro de cerveau psychologique. C'est sûr, je n'ai pas encore lu, mais je sais qu'il y a des derniers numéros. Pour ceux que ça intéresse, il peut y avoir 4. Beaucoup de scientifiques se sont. Dernier numéro de psychologie dit France, il y a cerveau et psycho, cerveau psycho. Voilà, il y a un article sur cerveau droit, cerveau gauche. Ouais. Les scientifiques se sont rebellés contre l'idée naïve du cerveau qui a été donnée et transmise pendant très longtemps sur cerveau droit, cerveau gauche, que c'est des cerveaux hyper spécialisés et déconnectés. Et ils ont eu raison. Mais maintenant, parce que ça a été mal compris, cette notion de spécialisation du cerveau. Hein. Et ça connecte à tout instant. Voilà. Mais pour être heureux, pour pouvoir changer, pour réaliser nos buts de vie, actualiser nos croyances, faisons appel au potentiel des deux, hein, des deux cerveaux. C'est ça l'idée. Et c'est pour ça que face à comme cet excès de la technologie moderne, des écrans, de la digitalisation, il y a, vous avez vu, il y a la méditation qui revient, hein, qui s'installe. Pendant des millions d'années, il y avait la transe. Bon, maintenant, c'est plus moderne. Hein. Ça fait l'objet d'études cliniques. La méditation, la transe, tout ça, c'est un retour à soi et un retour au potentiel du cerveau droit. On s'en sert pas assez. On s'en sert, mais on ne va pas assez loin dans l'utilisation du potentiel de ce cerveau droit. Oui. Comme quoi, plus en fait on pose des intentions, plus on laisse un peu les choses faire, etc. Et moins on a besoin de se battre ou de forcer les choses. Yes, yes.
plus Michel dit, moins on a besoin de faire des efforts sur une intention, plus elle se réalise. L'intention ne nécessite pas d'effort. Et en effet, n'est pas. Tout dépend où vous la posez. Si vous la déposez dans votre cerveau gauche, le cerveau gauche, il veut dire qu'il va falloir que tu bosses beaucoup. Oui, que tu travailles dur, que tu fasses quelques burn-out, quelques cancers, quelques divorces, peut-être tu pourras réaliser ton intention. La déposer dans le cerveau droit, il comprend intuitivement. Le cerveau droit, il a un accès à notre cerveau primitif ici, le système réticulé. La fonction du système réticulé, c'est de vous alerter que ce que vous recherchez dans la vie est présent. Voilà. Mais il faut savoir lui parler. Quand vous déposez l'intention, une intention, c'est pas de la littérature. Ouais. C'est une phrase très courte. Et si possible, formulée avec un je, un verbe d'action et l'objet du verbe. Déposez ça. Et il y a des moments pour la déposer. Quand vous êtes vraiment, vraiment détendu, au calme, si vous êtes stressé comme ça, vous pouvez déposer quoi. Ça ne rentre pas. Juste au moment avant de vous endormir. Et la formuler de préférence, pas je voudrais, je veux, j'aimerais. Ça, vous ne comprend pas. Je suis. Je suis. Je suis calme, je suis détendu, je suis joyeux, je suis. Et le, cerveau réticulé va vous donner, va vous informer inconsciemment des circonstances dans lesquelles ce que vous recherchez est présent. C'est son boulot, hein. C'est son boulot de faire ça, de vous informer quand ce que vous recherchez est présent ou lorsque vous redoutez le plus, le danger est présent. Vous voyez, c'est son travail, le système réticulé, d'installer des radars pour savoir ce que je veux est là, ce que je veux pas est là, ce que je cherche est là, ce que je ne cherche pas est là, ce qui me met en danger est là. Jean-Luc, Oui, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une intention, s'il te plaît? une intention, c'est une intention, c'est formulé souvent par des ça peut être, il y a des milliers d'intentions. Par exemple, moi, je peux me dire, je suis plus serein dans ma vie. Voilà une intention. Hein. D'accord. Mhm. J'en ai des fois, mais pas toujours. Je, je suis plus ou j'ai plus de joie dans ma vie, des choses comme ça. C'est pas qu'une intention n'est pas trop précise. Ça, on parle au cerveau gauche. Je veux gagner, je veux une augmentation de plus 12%, 12,5%. Je veux que la bourse, mes actions augmentent de temps. Ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Hein. Okay. D'accord, merci. Ouais. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, on va continuer donc sur les croyances. Hier, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. C'était les conflits de croyances sur la ligne du temps. Donc, je vais faire ça. Et puis, on parlera après des réempreintes. La manière de Robert et la manière aussi de Tim Album. Et un petit moment pour parler aussi de l'approche spirituelle, les changements de croyances. Hein. Okay. Sortir approche spirituelle, c'est simplement, il y a rien de magique là-dedans. Hein. C'est simplement partir du principe que nos croyances sont créées par des catégorisations mentales. Okay. Et donc, à partir du moment où vous sortez de ces catégorisations mentales, la croyance peut se dissoudre. Il n'y a plus de raison d'être. Voilà. Je prends des stocks. Jean-Luc, Hein. une demande, s'il te plaît. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que tu viens de dire? Je n'ai pas tout saisi. Non, En mode diapo. Non. Non.
l'écran de la web. Et après, tu retournes sur Zoom. Je sais pas comment on fait le tab ici. Voilà. Là, tu fais partager l'écran. Et tu choisis desktop 2. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Merci. Là, ça y est, là. Il n'y est pas. Ben là, c'est pas partagé. Hein. Ah si, c'est partagé. Non, parce que tu n'as pas envoyé ton PowerPoint sur là-haut, sur le diapo. Je crois qu'il faut que tu glisses ça. Essaie de glisser ton diapo vers le droit de l'écran. Ouais. Ah, merci. Merci. Ah. Merci. Voilà. Cette page illustre bien ce qu'on a besoin de faire. Hein, vous voyez. Ce cerveau droit qui est composé d'infinies possibilités, comme un tableau de monnaie. Hein. On a besoin de revenir à ça pour refiger, recristalliser, recatégoriser autrement. Hein. Quand la catégorisation que l'on a choisi d'adopter ne fonctionne plus, ne nous permet plus de réaliser nos buts de vie. Hein, vous voyez. On a besoin de revenir à une situation de non-savoir. Hein, apprendre. Erickson, il dit, guérir, pour guérir, il faut revenir, il faut abandonner tout son savoir. La guérison est un état de non-savoir. Il veut dire là, il faut repasser dans cet espace. Parce que ce n'est pas avec votre savoir actuel que vous pouvez guérir. On a besoin de désapprendre complètement pour réapprendre autrement. L'apprentissage en général, c'est retourner à un cerveau droit pour redéfinir une nouvelle intention de vie. Plus adaptée, une intention de vie qui sera plus utile pour ma santé. D'ailleurs, je vais dire quelques mots sur la santé, sur les croyances sur la santé. Je fais un peu de pub comme ça. Ouais. Et sur un cours chemin de Robert Dilts, vous voyez où il met les croyances, il met les croyances au-dessus de tout, hein, avant l'état présent et avant l'état désiré. Hein. C'est le méta-cadre, qui conditionne un changement en matière de santé. Hein. Il y a deux métacadres, celui des croyances et celui de l'écologie, en dessous. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes voient plus d'inconvénients que d'avantages à changer. Vous voyez, et c'est terrible. Hein, c'est terrible parce qu'il y a parfois beaucoup d'avantages secondaires à rester dans leur maladie. Hein. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Vous voyez, à gauche, les maladies chroniques, qui sont les maladies les plus fréquentes, hein, cardiovasculaires, diabète, cancer, respiratoire, squelettique, psychiatrique. Voilà. Ces maladies ne sont pas le fruit du hasard. Ouais. Okay. Parce qu'on sait que 85% des maladies, et à peu près 15% des maladies qui sont d'origine génétique, tout le reste, c'est des habitudes de vie, elles sont épigénétiques. Elles ne viennent pas de nos gènes, elles viennent des habitudes de vie. Ouais.
Et les maladies viennent de nos habitudes de vie, c'est-à-dire tabagisme, alcoolisme, sédentarité, alimentation, surpoids, exercice, tout ça. Hein. C'est ça qui, au cours des années, fabrique nos maladies. Nos comportements ne sont que des comportements de substitution pour répondre à un manque émotionnel, un manque, à un stress chronique, hein, associé à une peur, colère, tristesse, deuil, rancune. Hein. Okay. Vivre dans la rancune, vivre dans le deuil, vivre dans la colère, c'est un poison. C'est un poison. Hein. C'est un poison pour le corps. Vivre avec ça en permanence. Hein. Vous empoisonnez. Hein. Mandela, il disait en vouloir à quelqu'un, c'est comme boire chaque jour du poison en espérant que ça va empoisonner votre ennemi. Oui, oui. Oui. Et Confucius, il dit si tu ne veux pas pardonner, creuse deux tombes, une pour toi et une pour ton ennemi. Il ne dit pas, mais tu mourras avant l'autre. Ouais. Donc, les émotions, il y a des émotions qui sont réellement toxiques pour notre santé. Et donc, c'est dans notre pouvoir de les modifier. Et ces émotions ne viennent pas de nulle part, elles viennent de nos croyances limitantes, hein, ou de conflits internes. Okay. Tu veux dire que si on traverse une croyance, on aura une meilleure vie? Clairement, oui. Clairement, oui. Clairement, oui. Oui, oui. Il y a des centaines d'études qui montrent que ceux qui ont un but de vie, ceux qui savent finalement ce pourquoi ils sont là sur Terre, sont en meilleure santé que les autres, clairement. Ah oui, ah oui, tout à fait. Énormément de littérature là. Victor Frankl aussi, ça lui a sauvé la vie. De voir un sens dans la vie, sauve la vie, tout à fait. Ah oui. Et voilà. Et nos pensées viennent de nos expériences de vie négatives. Hein. Okay. Les expériences de l'enfance, comme médecine, ils appellent ACE, c'est Adverse Childhood Events, hein, Experiences. Donc, les expériences d'adversité de l'enfance. Hein. Il y a des événements mal vécus par l'enfant. C'est pas forcément un trauma, un viol, chose comme ça, un accident majeur. C'est n'importe quel événement qui a été mal vécu par l'enfant. Un événement, l'enfant, comme tout humain, a des besoins fondamentaux et à un moment donné, ces besoins fondamentaux n'ont pas été satisfaits. Et comme le gamin n'a pas su trouver comment répondre à son besoin fondamental, il a pris une autre voie qui est celle de la croyance, une croyance limitante. Hein. Une croyance limitante, il a construit des causes, un sens et des limitations. Hein. Voilà. Et donc, en matière de santé, beaucoup de chercheurs disent maintenant, c'est illusoire de vouloir changer l'évolution d'une maladie chronique si on ne prend pas en compte l'histoire personnelle de la personne. Vous voyez, hein, ce que dit professeur Cyril Tarquinio, qui est professeur de psychologie de la santé à Metz, hein, il a écrit un bouquin qui est vachement bien, hein, qui fait plein de conférences là-dessus. Hein. C'est illusoire de pouvoir changer l'évolution de la personne, l'évolution de la santé de la personne, mais d'une maladie, si on ne prend pas en compte l'histoire personnelle, autrement dit, si on ne change pas les croyances de la personne. Les croyances qui ont généré ce stress chronique, ces habitudes de vie et qui ont généré une maladie. Hein. Ces expériences négatives sont essentiellement de l'enfance? La plupart, oui. La plupart viennent de l'enfance. Oh, oui. Là, est-ce que ces expériences négatives viennent de l'enfance? Oui, elles viennent de l'enfance. Elles viennent de l'enfance, tout à fait. Et la plupart du temps, elles ont été oubliées. Hein. Elles ont complètement été oubliées. On a complètement oublié des événements qui ont pu se passer lorsqu'on avait 4-5 ans, ou 10 ans, ou 12 ans. On les a enfouis dans notre inconscient. Hein. Mais ces travaux viennent il y a énormément de recherches maintenant entre la condition physique adulte et les événements de l'enfance. Hein. Énormément de travaux qui montrent des corrélations incroyables. Même plus que des corrélations, des causes-effets. Je posais cette question parce que dans la littérature, quand vous dites, même pour le développement des enfants, on dit, dans tout ce que je dis, tout se joue avant 6 ans. Eh bien, c'est la raison.
Elle ne savait pas pourquoi, mais maintenant, la science, à l'époque de Dolto, elle ne savait pas pourquoi, elle en avait l'intuition. Mais maintenant, la recherche médicale le démontre bien. Elle démontre bien, bah oui. Il démontre bien. C'est pas parce que tu as vécu un événement douloureux quand tu es gamin que tu vas faire des maladies quand tu seras grand. Il y a d'autres conditions qui interviennent, surtout l'attachement, la théorie de l'attachement. Hein, le fait d'avoir vécu un événement difficile, mais avoir senti un cadre de protection des parents, bon, ça ne va pas générer des. Quand j'ai eu du soutien, oui. Ah, Cyril Tarquinio, Tarquinio. Ah ben voilà, vous pouvez par exemple aller sur mon site, vous allez le trouver. Allez, merci. Voilà. Et puis vous allez et puis vous pouvez trouver des vidéos géniales, passionnantes sur Tarquinio. Ce lien entre notre état de santé d'adulte et notre histoire personnelle, c'est absolument passionnant. Et donc, par exemple, quelques exemples de croyances sur notre santé. Ça, c'est l'effet placebo sur la rémission d'un cancer. Ça fait l'objet d'une publication dans le Journal of Projective Technique, parce que ça a interpellé beaucoup de médecins. C'est un gars qui avait un lymphome, stade 4. Stade 4, généralement, on lui dit, dites au revoir à vos proches, quoi. Hein. Il était dans un lit d'hôpital, en train de. Il avait beaucoup de mal à respirer, parce que ses poumons étaient envahis de nodules. Et il était prêt, il considérait qu'il était prêt à mourir. Et là, il a les oreilles qui traînaient, il a entendu les médecins qui parlaient d'un essai clinique sur un nouveau médicament, justement sur les lymphomes. Ouais. Et il a dit, vous allez l'utiliser sur moi? Et les médecins ils ont dit, non, on ne peut pas. Ah bon, pourquoi? Ben parce que dans les études cliniques, vous savez, il y a des critères d'inclusion. On fait des groupes égaux, on va donner un médicament, mais il faut que, pour vraiment mesurer l'effet du médicament, il faut que les groupes soient égaux en termes d'âge, de sévérité de maladie, de facteurs de risque, etc. Sinon, on ne peut pas voir l'effet du médicament. Et on dit non, non, vous ne pouvez pas, c'est trop sévère, et puis vous êtes trop âgé. Il a tellement supplié qu'ils l'ont fait rentrer dans l'essai clinique en modifiant quelques caractéristiques. Hein. Et ce gars-là, qui était vraiment prêt à mourir, et ben 8 jours après, il baladait dans les couloirs, hein, il butinait, moi je dis, il butinait les infirmières. Et il est sorti 8 jours après 15 jours, alors qu'il était mourant, 15 jours après, il est sorti, il n'avait plus rien, plus rien, plus rien. Alors ces cas-là, les médecins disent, on a dû se tromper de radio, ils cherchent toutes les explications pour refuser la croyance, hein, tous les biais de confirmation. Hein, voilà. Et ce gars-là donc est sorti, il est allé dans son ranch et il était très curieux. Hein, il lisait les revues médicales et il a lu un jour qu'il y avait des doutes sur l'efficacité du produit, du médicament. Et là, il est retombé malade. Cancer, c'est reparti. Et là, arrivé à l'hôpital, ils avaient quand même compris les leçons de la première. Ils s'est dit, bah oui, il y a eu un effet placebo quand même, qui a bien marché. Et ils n'ont pas dit non, ça ne marche pas. Ils ont dit, oui, le premier Crébiosène n'était pas la bonne formule. Depuis, on l'a amélioré. On a fait un Crébiosène plus, comme Homo plus. Vous voyez, comme un truc comme ça. Allez, tenez, miracle à nouveau à quoi. Et les gars est reparti avec en parfaite santé pendant quelques années, sauf que il était curieux. Un jour, il regardait les revues médicales, lisait les revues médicales sur sa maladie. Un jour, il est tombé sur le compte rendu, sur l'article et le compte rendu de l'essai clinique, hein, qui a rapporté donc les résultats de cette étude clinique. Et quand il a vu la conclusion en médecine, on dit résultat statistiquement non significatif par rapport au placebo. Hein, c'est une formule pour dire ça ne marche pas. Okay, le produit n'a aucun effet. Okay, il est tombé là-dessus, 8 jours après, il était mort. Okay, donc, ça veut dire qu'il y a une croyance qui l'a sauvé et une croyance qui l'a tué. Donc, faites attention à ce que vous croyez. Hein. Soyez prudent avec les croyances qui vous accompagnent dans votre vie. Quoi, hein, okay, certains peuvent
apporter beaucoup de bien, d'autres beaucoup de mal. Ça aussi, c'est vraiment une étude intéressante. L'hypothèse, c'était est-ce que les médecins ont voulu vérifier, étude des épidémiologues de Boston, c'est est-ce que l'horoscope chinois donne une prévision, hein. Il dit, en fonction de votre âge de naissance, et aussi de est-ce que vous êtes lapin, rat ou il y a quelque chose comme ça, je sais pas vraiment, je connais pas grand-chose, hein. Voilà, mais j'ai assisté à des séances comme ça de guérison bouddhiste. En fait, les guérisseurs, ils demandaient t'as quel âge, t'es de quel signe animal. Et à partir de ça, ils commençaient à guérir ça. À partir de ça, ils disaient de quoi il était malade. Toi, tu es malade de ça. Comment tu sais ça? Donc, ils voulaient voir si la prédiction de l'horoscope chinois pouvait s'avérer vraie ou pas. Donc, ils ont fait cette étude en Californie sur une grande population chinoise et avec une population témoin aussi. En Californie, parce qu'il y a une population d'origine espagnole, sud-américaine, et aussi, bon, il y a plusieurs populations d'origine européenne. Et c'est facile à faire parce qu'on prend les registres, hein, on fait ça sur les registres. Comme il y a une déclaration, on regarde à quel âge ils sont morts et le médecin dit de quoi il est mort. Et à partir de milliers de données, comme ça, on peut voir si la prédiction se réalise. Et bien, la prédiction se réalise. Okay, prédiction, c'est la conclusion. La réduction de la survie ne peut pas être entièrement expliquée par un changement de comportement du patient chinois, hein, du médecin, mais semble résulter, la prudence des médecins semble résulter au moins en partie de processus psychosomatiques. C'est la croyance qui tue. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les groupes témoins, ça ne marche pas. Dans les groupes d'origine sud-américaine ou européenne, et ben, la prédiction ne se réalise pas. Okay, donc là, c'est faire attention avec quoi on se balade comme croyance. Hein. Oui. Aussi, c'est des grosses études sur l'impact du stress. En fait, on a voulu savoir si le stress était mauvais pour la santé. Donc, on a demandé aux gens, est-ce que vous vous sentez stressé ou pas? Oui, non. Et puis, on regarde les registres après de morbidité, mortalité. Et bien, il s'avère qu'en effet, ceux qui se disent très stressés meurent plus vite, hein, et ont plus de maladies et meurent plus vite. La curiosité des médecins, c'est d'avoir ils ont posé une question qu'ils n'ont pas l'habitude de poser, c'est est-ce que vous croyez que le stress est dangereux pour la santé? Oui, autre question. Et là, bingo, il a trouvé des choses très intéressantes. C'est-à-dire que ceux qui pensent que le stress est mauvais pour la santé, en effet, meurent plus vite. Mais ceux qui croient que le stress n'est pas mauvais pour la santé, que le stress est juste une réaction d'adaptation, okay, que juste le stress est une sensation du corps pour nous aider à nous mettre en action, et bien ceux-là ne meurent pas plus que ceux qui se disent non stressés. Donc la conclusion, c'est pas le stress qui est mauvais pour la santé, c'est la croyance que l'on a sur l'effet du stress. Vous voyez, hein, intéressant ça. Hein, ouais. Okay. Ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'il faut pour faire apprendre à quelqu'un plein de choses positives, et on risque d'avoir une chose qui est pour lui. Tu viens me... Avec ça, ça veut dire que tout est dans ce qu'on fait croire. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque part des remèdes en changeant les croyances de l'autre. On peut faire des remèdes en changeant les croyances de l'autre. Exactement, exactement. Je me sens stressé. Vivre sans stress, vous connaissez les gens qui vivent sans stress? Vous connaissez les gens? La vie est un stress continu. Tous les jours, on est stressé. Tous les jours, on est stressé. Vous voyez, ça n'existe pas. Donc, plutôt d'apprendre à vivre sans à réduire les stress, c'est plus utile de dire quel est le sens de ce stress. Quand on est du stress, le stress, c'est une réaction. La première réaction, c'est une décharge d'adrénaline dans le corps. Le corps accélère le rythme cardiaque. Voilà. Le corps dilate nos poumons, le corps dilate nos pupilles pour voir d'où vient le danger. Le corps décharge une bonne giclée de glucose du foie dans le sucre. Le stress nous prépare à l'action. Okay, donc, quand vous êtes
stressé, c'est de se dire, attends, j'ai un stress qui m'invite à faire quoi? Et là, le stress peut diminuer immédiatement. Immédiatement. Tu vois? Simplement parce que tu as compris la fonction du stress. Tu n'as pas compris la fonction du stress, le message du stress, tu continues à stresser, à stresser, à stresser, cortisol, puis après adrénaline, adrénaline, hein. La bonne question quand on est stressé, ça m'invite à faire quoi? À quelle action? Hein? Et à ce moment-là, le stress, la panique se transforme en excitation. Je pose cette question parce que moi, autour de moi, quand on emmène quelqu'un chez le médecin, s'il ne fait pas une prescription avec un sac de médicaments, le médecin est en vie. Je sais. Et je suis comme ça, je suis persuadée que la personne n'a pas besoin d'autant de médicaments pour aller mieux. Mais si elle ne prend pas ces médicaments, elle a l'impression qu'elle va mourir en dehors du fait que ce médecin n'est pas bon et qu'il faut lui changer de nom. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut passer des placebos ou autres que les croix qui vont faire des médicaments et que secondaire toujours à ces médecins, à ces médicaments? Alors, la question, c'est la plupart des patients qui vont voir leur médecin repartent avec un sac de médicaments parce qu'ils en demandent. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt passer un placebo? Ben, c'est la croyance. La croyance, le médecin, souvent, répond à la croyance du patient. Si je ressors sans des médicaments, c'est qu'il ne connaît rien, il est mauvais. Donc, le médecin, il veut garder ses clients. Il dit, je vous en remets combien? Oui, maintenant, c'est pour répondre à la question du patient. Est-ce qu'il faut prescrire des placebos? Le placebo a été complètement dévalorisé dans l'histoire de la médecine. On en prend, c'est juste un témoin pour voir si un produit marche ou ne marche pas. Alors que vous voyez que le placebo peut sauver les vies. Ce n'est pas encore dans l'usage courant. Et beaucoup de médecins, on peut acheter des placebos en pharmacie. Hein. On peut acheter une boîte de placebo. Hein. Et pour moi, ça peut sauver des vies. Les médecins sont très timides par rapport à l'usage du placebo parce qu'il dit prescrire une boîte de placebo est une escroquerie. C'est pas vrai. La question, il se pose la mauvaise question. C'est pas est-ce que c'est une escroquerie. La bonne question, c'est est-ce que ça va être utile pour mon client ou pas. Hein, vous voyez, c'est la question. Est-ce que la prescription peut aider la personne à guérir? C'est ça qu'ils doivent se poser. Moi, des placebos de morphine, j'en ai fait des tonnes et ça fait exactement le même effet. Des gens qui sont des douleurs épouvantables, fait de sérum physiologique en disant je ne sais pas si ça va agir en 2 minutes et demie ou 3 minutes. Ça marche aussi bien que la morphine. Mais l'usage est très limité par les croyances médicales. Cette idée que c'est une escroquerie, cette idée que voilà, on trompe le patient. Oui, et lui faire travailler sur l'idée que votre santé ne dépend pas que de moi. Que des médicaments que je peux vous donner, des analyses que je peux vous donner, mais que votre santé, elle dépend aussi de vous. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous aussi, pour prendre en main votre santé? Qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie? Oui. En fait, le médecin travaille avec une cause de santé. Et quand il voit qu'un truc vient des croyances, ben, il l'envoie vers un coach de santé. Ça, c'est une très bonne idée. Ça, c'est voilà. Si le médecin ne sait. Hein, voilà, Mourad dit si le médecin ne sait pas, il peut envoyer un coach de santé. C'est bah oui, le médecin doit dire à un moment donné, moi, je n'ai plus les compétences, mais je peux adresser à quelqu'un qui a les compétences. Tout à fait. Et une autre étude aussi qui est assez intéressante sur les croyances par rapport à la santé. On a pris un groupe de personnes, pas dire vieux, jeunes, pas de mon âge, 70 ans. Et on leur a dit, on vous offre un séjour gratos, tout payé, tout inclusif, pendant 8 jours, un endroit vachement sympa. C'était en Angleterre, un lieu qui était un monastère transformé. Voilà. Et tout est payé, tout est frais payé avec le séjour, transport et tout. Une seule condition, on vous demande de faire un bilan santé avant et après.
Et on les amenait dans un environnement où on a reconstitué un environnement où tout les ramenait à 50 ans. Vous voyez, tout, la déco, le papier peint, tout, les vêtements du personnel, la radio, quand ils allumaient la radio, c'était les infos de 20 ans avant, à la télé aussi, le revu, tout les ramenait à 20 ans avant. Vous voyez, okay, donc à leurs 50 ans. Ils ont mené leur vie. Et alors, curieusement, c'est que des gens qui ont été à moitié paralysés se mettaient à jouer au foot. Vous voyez, on a vu des changements de comportement tout à fait étonnants. Et à la sortie, le bilan sanguin a montré sur l'ensemble des paramètres, il y avait des améliorations. Sur les paramètres à cet âge-là, c'est des paramètres cognitifs, évidemment métaboliques, hein, cholestérol, tout ça, cardiovasculaire, et la vision. L'ensemble des paramètres se sont améliorés en 8 jours. C'est intéressant. Donc, le meilleur élixir de jouvence, c'est de se remettre dans un contexte où vous étiez jeune en bonne santé. Oui, ça c'est gratos. Oui. L'homéopathie est critiquée parce qu'elle ne rentre pas dans les… parce qu'elle n'est pas vérifiée selon les critères de la médecine actuelle, hein, des essais cliniques contre placebo où on cherche à tout standardiser. Vous voyez, pour voir vraiment n'importe quel médicament a toujours, il y a un effet clinique plus un effet placebo. Donc, le but de l'essai clinique, c'est séparer les deux, séparer vraiment l'effet clinique de l'effet placebo. Parce que tout est placebo, la blouse blanche, tout est placebo. Et on reproche donc l'homéopathie, ça n'est pas prouvé de manière scientifique. Le problème, c'est qu'on ne peut pas appliquer l'homéopathie, je dirais le traitement homéopathique, ne peut pas rentrer dans les critères des essais cliniques. Moi, j'ai fait des études sur les essais cliniques, j'ai un diplôme là-dessus. C'est ce que c'est. Il y a des tas de… À partir du moment où c'est extrêmement personnalisé, il y a une personnalisée intense, ça ne peut pas rentrer dans les exigences de standardisation des essais cliniques. Et donc, le problème, c'est qu'il faut, et ça, c'est en train d'émerger en ce moment, inventer d'autres standards pour ces médecines qu'on appelle en gros, c'est un gros paquet médecine complémentaire. Il y a des gens du CNRS qui cherchent là-dessus, dire les essais cliniques des médicaments sont faits pour démontrer l'efficacité des médicaments qui n'en ont pas, en gros, hein, qui n'ont pas d'efficacité. C'est-à-dire qu'il faut des groupes de 30 000 personnes ou 50 000 personnes pour montrer qu'il y a une différence significative de 0,005. Okay, il faut des groupes énormes. Mais quand ça marche, c'est évident. Quand ça marche, on n'a pas besoin d'essais cliniques, ça saute aux yeux. C'est évident. Et donc, toute la réflexion actuellement, ce n'est pas de condamner. Enfin, il y en a qui vont continuer à condamner l'homéopathie, l'acupuncture, etc. Et d'autres qui sont plus intelligents, dire comment on peut inventer, créer d'autres conditions, hein, d'autres conditions dans lesquelles la relation est presque parfois plus importante que ce que l'on donne. Voilà. Donc, moi, je considère que, moi, je vais voir des homéopathes, je considère que ça marche, mais je considère surtout que les critères d'évaluation qui doivent être modifiés, doivent être changés. Et ça, c'est intéressant aussi parce que on a donné un placebo et avant, on a testé, on a demandé au médecin, est-ce que vous croyez que le placebo que vous avez donné marche ou pas? Et puis, on a avant aussi fait une interview. Est-ce que vous croyez que la prescription de votre médecin va vous aider? Hein? Et alors, vous voyez, quand il y a une conjonction de croyances, et ben, ça marche drôlement bien. Et puis, ça déclare après. Si personne n'y croit, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc, conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une maladie qui est, bon, c'est un rhume, mais si vous avez une maladie dite grave ou sévère, allez voir un médecin. Allez voir un médecin qui croit que vous pouvez guérir, hein, qui croit que ce qu'il va faire, ce qu'il va vous donner, ce qui va vous aider, etc., qui croit tout ce qu'il va faire, que ça va contribuer à votre guérison. Hein. Est-ce que vous croyez que je peux m'en sortir? Bah non, selon les statistiques, il n'y a pas rien à faire. Ciao, au revoir. Allez voir quelqu'un qui est
qui a une croyance qui va plus vous aider, vous voyez ce que je veux dire, oui. Ce qui est intéressant dans ton tableau, c'est que ce qui est plus déterminant, c'est les attitudes du patient. Parce que le fait que les médecins ne rajoute que 12%, médecin, ça bonifie. Bonne réflexion, parce que la croyance, ouais, la remarque, c'est surtout la croyance du patient qui compte. Bien, parce qu'après, ça, oui, la croyance davantage, oui, parce que le patient peut bénéficier, il croit que il va m'aider à guérir, et moi aussi, je crois que je peux me prendre en charge et guérir, c'est quelque chose à faire. Et conjonction des deux effets. Ouais. Ouais. Oh, c'est une explication. Ok, ce qu'on a, oui. Ça veut dire aussi que le champ va pouvoir influer sur les émotions. Ah, ben, oui, oui, bien sûr. En fait, dans la médecine actuelle, ah oui, Et la question, c'est de savoir si vous considérez que ce n'est pas simplement les émotions, mais aussi il y a des fléchages dans l'espace, dans son comportement, plus les émotions qui restent pas pensées. Et bien sûr. La question, c'est, dans mon tableau, les comportements influencent le survenue des maladies. Et est-ce que l'inverse, comme j'ai mis des flèches dans les deux sens, est-ce que c'est valable? Bien sûr que le fait de changer mes comportements, aura bien sûr, ça marche, mais va avoir un effet symptomatique. Tu vois? Si bah, tu changes ton alimentation, tu as une vie, tu fais de l'exercice, tu vas mieux. Et tu traites le symptôme, la cause est toujours là. La cause est toujours là. C'est ça la différence. Et bien sûr qu'en agissant, c'est le principe même de la médecine actuelle, préventive, quoi, hein, et où on dit bah, aux gens, changez votre alimentation, changez votre style de vie. Mais c'est une médecine encore symptomatique, pas une médecine causale. Ça veut dire qu'on ne revient pas plus loin dans la croyance pour pouvoir changer sur le comportement. Ouais, ouais, parce que les médecins, veut dire, bah, ils sont démunis par rapport à ça. Ce que je dis là, ils l'ont pas appris. Et ils savent pas faire. Si on leur dit, bah oui, mais s'il a un diabète, c'est probablement qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Le médecin, il veut dire, qu'est-ce que je fasse pour ça, moi? Je ne suis pas compétent. Coach santé, évidemment. Ou alors, il peut dire, envoyez-le au psy. Hein. On peut toujours essayer, mais il ne croit pas. Okay. Et il y a dans le monde de la santé, il y a les médecins, il y a ceux qui font de la médecine préventive, il y a les psys qui soignent le mal-être, hein, des individus. Il n'y a personne pour faire le lien entre un événement de l'âge adulte et cet événement précoce de la santé. Il n'y a personne pour faire ce grand écart-là, sauf les coachs de santé. Ah oui, elle est bonne la page de pub. Donc, pour vous, quelqu'un par exemple aujourd'hui le diabète et qui se dit ma grand-mère l'a eu, ma mère l'a eu, mon oncle l'a eu, et peut avoir son diabète issu de cette croyance que tous autour de lui, famille paternelle et maternelle, ont eu le diabète. La question, c'est quelqu'un qui a un diabète ou il y a un diabète transgénérationnel. Okay, il y a des maladies qui se transmettent, non pas par les gènes, mais par des croyances. C'est des croyances qui se transmettent par fidélité transgénérationnelle. Bien. Fidélité qui est pas. La valeur est importante, la loyauté, la manière, c'est une croyance, la manière de satisfaire cette loyauté transgénérationnelle n'est pas forcément bonne. Alors sur le diabète, je ne sais pas, parce que le diabète, ça dépend quel diabète on parle. Hein. Il y a des diabètes
type 1 ou type 2, hein, diabète. Ouais. Diabète type 2, ben, le diabète type 2, c'est le résultat des habitudes de vie, ça, hein, sur l'alimentation, manque d'exercice, etc. Diabète type 1, il y a une composante génétique. Mais maintenant, la composante génétique, elle va s'exprimer ou pas? Si je crois qu'elle va s'exprimer, je vais faire un diabète comme mes parents, hein, comme mes grands-parents, etc. Mais même si le gène est là, il n'est pas obligé de. Le gène ne commande rien. On sait maintenant que c'est notre environnement, le monde qui nous entoure, ou environnement mental qui dirige le fonctionnement de notre ADN, de nos cellules. Hein. OK? Alors, intégration, croyance identitaire en conflit, conflit identitaire, et ben c'est à partir du moment où les conflits identitaires vont venir chaque fois que vous avez une transition de vie importante, vous voyez, où il y a une nouvelle identité apparaît. La première fois que vous allez à l'école, okay. La première fois que vous êtes étudiant, la première fois que vous allez vivre loin de papa, maman, hein. La première fois, vous voyez, où il y a, vous allez acquérir, le changement vous invite à acquérir une nouvelle identité. Vous êtes parents, vous vous mariez. Okay. La première fois que, bah, quand vous exercez une profession, chaque fois que vous allez vous dire, maintenant, je suis quelque chose, c'est comme si c'est la naissance de ce je suis peut rentrer en conflit avec un autre je suis, celui du passé. Vous voyez, hein? Typiquement, c'est quand on change de métier. Hein. Typiquement, hein, voilà, j'ai un métier de salarié, hein, et je vais devenir profession indépendante. Hein. Ça, c'est le grand classique chez les adultes, et surtout les gens qui font de la PNL en particulier. OK. Et donc là, il peut y avoir des conflits. En fait, il y a un conflit systématique. Les PNListes sont des créateurs de conflits. Parce que dès que votre état présent ne vous satisfait pas, dès que vous n'êtes pas content de votre état présent, et qu'est-ce que je veux dire, ce sera tellement mieux là-bas. Okay, à partir du moment où vous dites ça, il y a un écart à combler. Donc, vous créez un conflit parce que vous dites, ici, c'est pas terrible. Là-bas, ce sera tellement mieux. Mais si je vais là-bas où c'est tellement mieux, je vais perdre des avantages acquis qui sont là. Vous voyez, donc, simplement, à partir du moment où vous créez sortez de cet état présent et vous créez un état désiré, vous créez un conflit, soit un petit conflit quand c'est au niveau des comportements, soit un méga conflit quand c'est au niveau identitaire. Vous voyez, hein? Okay. Bouddha a dit la source de tous les problèmes, c'est de ne pas se satisfaire, c'est d'avoir des attentes. OK. Les attentes pour soi, les attentes vis-à-vis des autres. Le monde devrait se comporter comme ça, les autres devraient se comporter comme ça, moi je devrais comporter comme ça. Dit la clé du bonheur, c'est tu as déjà tout. Contente-toi de ce que tu as. Mais dans notre civilisation, faut toujours on est dans. L'humain s'inclut dans cette démarche d'amélioration continue. OK, dans la roue de Dédé, vous connaissez ça? OK, on est une machine en amélioration continue. Voilà. Il y en a qui font de la qualité, là, hein? Ah oui, oui. Hein, bon, bah, oui. Oui. C'est le livre de Franz Schmody qui s'appelle Le bonheur désespérément. Ah, ouais. Parce que voilà, si j'arrête d'espérer autre chose, peut-être au bonheur. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ah oui. La quête du bonheur crée des problèmes. Hein. Ah oui. Oui. Alors, le livre, c'est Le bonheur désespérément. Le bonheur désespérément d'André Comte-Sponville. Ouais. OK, merci. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux types de conflits? Le principe est exactement le même pour tous les conflits. Le principe est exactement le même. Hein. Négociation entre parties, conflit de valeurs. Simplement, il y a quelques petits changements par rapport au niveau de processus qui est en conflit. Je vais plusieurs fois vous démontrer, enfin, pas vous démontrer, montrer sur le sol comment on traite ça.
On va demander, imaginez que vous avez une ligne du temps ici. On va les positionner sur la ligne du temps. Voilà. Parce que c'est la ligne du temps qui crée le bazar. Parce qu'on a créé du futur, ça veut dire que si je vais dans le futur, une entité future est forcément très différente devant une identité qui est là, du présent. Vous voyez, s'il n'y avait pas le temps, ben, il n'y aurait pas cette séparation. Hein, c'est ça qui crée le bazar. Donc, on va demander à la personne, on va partir toujours d'une intention, qu'est-ce que tu veux vraiment le plus pour ton futur? Ouais. Et si on a une position méta, devant, il y a une position associée. Ouais. Et quand la personne, voilà, mon intention, c'est de devenir coach. Je veux devenir coach. OK. Va sur ta ligne du temps et montre-moi que c'est vraiment ça que tu fais. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie si tu n'as pas une autre intention? Ah ouais, ça va être super. Ouais, je vais adhérer à NLPNL. Voilà. Bon, calibrer que la personne est contente de ça, hein, vous voyez, de cette projection sur cette nouvelle identité. Puis vous allez lui demander, ben, il semble y avoir un obstacle. Hein. Donc, je vais t'inviter à reculer doucement sur ta ligne du temps pour savoir d'où peut venir cette objection-là. Okay, et recherche. Okay. Il y a eu un avant, après. Qu'est-ce qu'il y a pu... Ah tiens, là, il s'est passé là, quelque chose. OK. Quelle est cette identité ici qui est apparue? Les identités, ça apparaît, il y a des périodes pour ça. Hein. C'est toutes les périodes de changement de vie, hein, dans une vie de passé qui fait passer de l'enfance à l'adulte. Okay. Donc là, il y a cette identité de coach. Et là, il y a une nouvelle identité. Dis-moi ce qui a pu se passer. Et bien là, il s'est passé que je suis un enfant et j'avais des parents qui m'ont répété sans arrêt que m'invitaient à devenir fonctionnaire. Okay. Okay. Donc, on a ces deux identités. Et c'était identité coach, identité fonctionnaire. Donc, on a ces deux identités, on les a identifiées. Et en les identifiant, on les reconnaît, hein, on leur donne de la valeur. On accueille tout ce qui arrive, tout ce qui vient, on n'a pas de jugement. Bienvenue à ces deux identités. On va vérifier qu'il y a une polarité. Sinon, il n'y a aucune raison de faire ce qu'on fait là. Okay. Je vais t'inviter à rentrer dans cette identité de coach. Qu'est-ce que tu penses de cette identité-là? Hein? Très souvent, on va dire, me fais chier, elle m'emmerde, etc. Quand la personne, elle est mignonne, t'es vraiment sincère. Vas-y, lâche-toi, autorise-toi. Fais chier. M'empêche de réaliser mes buts de vie. Etc. OK. Et si tu rentres dans la position de perception de cette identité, qu'est-ce qu'elle a envie de dire de celle-là? Il faut inviter la personne à être sincère, authentique. Mais elle est folle, elle prend des risques, elle ne se rend pas compte. Comment elle paye les factures? OK. Donc là, on les a identifiés et on a vérifié qu'il y avait une polarité entre les deux. Hein, et qu'il y a bien une raison de faire ce qu'on va faire ici. Okay. Puis, on va chercher les intentions positives de l'une et de l'autre. On va demander, toi, en voulant devenir coach, quelle est ton intention positive? Qu'est-ce qui est important en pouvoir devenir coach? Ben, c'est devenir autonome. OK. Moi, je pousse plusieurs fois dans les intentions. Et en devenant autonome, qu'est-ce qui est important là-dedans? Ben, je veux gagner en liberté. Et en ayant, avec cette liberté, qu'est-ce qui peut se réaliser encore plus d'important? Je réalise ma vie. Ah, on a touché quelque chose d'important. Et en réalisant ta vie, eh ben, j'ai de l'accomplissement. On va faire la même chose de l'autre côté. Okay. En étant fonctionnaire, qu'est-ce que ça apporte? Sécurité, sécurité de l'emploi. Et avec cette sécurité de l'emploi, qu'est-ce que ça peut apporter? Et ainsi de suite. Bon, vous voyez. Et à un moment donné, j'ai les deux intentions positives de chacune. Et je les pousse un peu, les intentions positives. Des fois, pourquoi je les pousse? Parce que plus je les pousse, plus les intentions à se rapprocher. Vous voyez. Et finalement, elles font parfois des équivalences complexes. Pouf!
cette tâche. Quand j'ai ces deux intentions positives, je vais demander à la personne quelle serait une intention commune. Quelle serait une intention qui pourrait inclure les deux et transcender les deux, hein. Inclure le cerveau droit, je les sépare pas, je les intègre les deux et je les transcender, ça veut dire que je donne encore plus de valeur à l'une et encore plus de valeur à l'autre. Vous voyez? Inclure et transcender. Qu'est-ce qui peut être au-dessus de la liberté et de la responsabilité? Eh ben, c'est mon bien-être, c'est la paix. Ok. Au-dessus de mes intentions, de mes parties, il y a moi. Il y a ce que je veux moi. Il ne faut pas s'identifier à une seule identité. On est bien plus qu'une identité. Okay. Donc, je répète, on identifie les deux parties, okay. On vérifie qu'il y a bien une opposition et on cherche leur intention commune et le cadre commun. Le cadre commun. Faire en sorte que ces entités, ces deux identités qui passent leur temps à se chamailler, finalement, elles vont au même endroit, elles veulent la même chose. C'est ça qui est curieux. Elles vont tous les deux à Rome. Ouais. Et puisque maintenant on a un cadre commun, on va suggérer qu'elles pourraient cohabiter et même coopérer. On va dire, identité de coach, toi qui veux réaliser ton but d'autonomie et de liberté, qu'est-ce que tu pourrais emprunter comme compétence à l'identité-là de fonctionnaire qui veut de la sécurité, hein? Et toi qui veux, identité de fonctionnaire qui veut de la sécurité, qu'est-ce qui pourrait être utile dans les compétences de l'autre qui veut être coach? Et on suggère qu'elles peuvent collaborer, hein, qu'il y a une collaboration, qu'il peut y avoir des échanges de compétences entre les deux. Okay. Et donc là, vous calibrez que la personne est bien d'accord que au lieu de se chamailler, ils ont intérêt à travailler ensemble, à s'asseoir à une même table et travailler ensemble. Okay. Et une fois qu'on va faire ça, on va faire l'intégration, on va demander à la personne de revenir sur ta ligne de vie. Je la pousse un peu sur le futur. Je dis quel genre de personne tu seras pour montrer que le but, c'est de faire monter le niveau d'énergie. Hein. Je suis bien vraiment aligné avec le but de vie. Et je vais demander là de faire un ancrage, ou faire un ancrage comme vous voulez, les ancrages à l'ancienne, okay. Un ancrage métaphorique ou un ancrage somatique. Pour moi, c'est plus puissant. Quel geste qui pourrait illustrer ce que tu vis, voilà. Et je vais t'inviter à prendre un chemin détourné et d'amener cette énergie avant la naissance de cette identité dictée par mes parents, tu seras fonctionnaire. Okay. Et de faire comme si tu pouvais être un coach ou un mentor pour cette identité-là. Et amener toute cette énergie-là et juste prendre le temps de voir comment ça peut changer, comment tu peux percevoir cette identité ancienne maintenant avec cette nouvelle énergie. Et là, on active le geste. Hein, okay. Et tu peux même aussi faire bénéficier peut-être d'autres identités intermédiaires à travers ce geste-là. Okay. Et comment ça se passe? C'est vrai qu'il y a moins de... Là, vous finissez le processus d'intégration parce que c'est bien de laisser traîner ces parties sur le plancher. Donc, vous allez demander à la personne de revenir au centre. Hein. Imaginez que les deux parties sont là et aller au centre en intégrant les deux parties, en les rassemblant là où la personne souhaite les mettre dans son corps. Vous avez compris le principe? Hein? J'ai fait plusieurs pages pour le décrire, mais je préfère que vous compreniez le principe. Hein. Je résume. On identifie les deux parties en conflit. Qu'est-ce que tu veux qui est tellement important dans ta vie? Un point. Et qu'est-ce qui vraiment t'en empêche, selon toi? Quelle identité qui vraiment t'en empêche? C'est là. OK, bienvenue à ces deux identités. On vérifie qu'elles se chamaillent. Okay. Qu'est-ce que celle-ci, identité de coach, veut dire de cela? Okay. Qu'est-ce que celle-ci dit de cela? On n'a pas toujours des réponses authentiques. Des fois, oh, la peau. Bon. OK. Voilà. Si elle se chamaille, ben, allons-y. Hein.
Et donc, là, on les a bien identifiés. Une fois qu'on a identifié et qu'on a vérifié qu'il y a un conflit, on va chercher les intentions positives. Quelle est ton intention positive? Bonté, posez au moins 3 fois la question. Quelle est ton intention positive? C'est là. OK. Et après, quel est le cadre commun? Quelle pourrait être une valeur commune aux deux intentions? Une intention commune qui puisse intégrer celle-ci et les transcender. Transcender, donner encore plus de valeur à l'une et l'autre. Je demande à la personne d'aimer le mot, ah oui, j'ai oublié une étape, hein, aimer le mot, ce qui pourrait transcender les deux, c'est accomplissement. OK. Dans quelles circonstances tu as eu ce sentiment d'accomplissement? Okay. Ce que l'on nomme généralement, on a une référence dans le dit. Okay. Dans quelles circonstances tu as eu ce sentiment d'accomplissement? Je cherche. Okay. Comment tu sais que ce sentiment d'accomplissement? Je suis comme un soleil. Ah, OK. Amène ce soleil sur la ligne du temps. C'est bien? Ah ouais, devenir coach avec un soleil, c'est super. Ah, OK. Reste avec ce geste que tu m'as donné, du soleil. Voilà. Et amène-le avant la naissance de cette identité fonctionnaire. OK? Voilà. Et amène toute cette énergie du soleil à cette identité fonctionnaire qui a eu tellement peur. Voir comment maintenant la sécurité peut se transformer peut-être en autre chose. Voilà. Et là, et là, et là. Et puis, dernière étape. Je ramène ces deux identités à l'intérieur de moi. OK, sur le principe? Le principe est simple. Hein. Voilà. On va peut-être se faire la pause et puis après, je vous fais une démo.